Bonjour et bienvenue dans l'Union Éco. Aujourd'hui, on va parler média training avec le média trainer, alias Daniel Burgui Thomas. Bonjour Daniel. DMT. Bonjour Gilbert, c'est un plaisir. C'est un plaisir, on se connaît depuis une dizaine d'années à peu près. Dans une vie précédente, quand j'avais Polisson sur le Naviel, on s'était rencontrés, je crois. C'est ça, absolument. On a beaucoup échangé à l'époque. Et aujourd'hui, on te retrouve sur Télévision. Exactement, je passe de l'autre côté, puisque souvent je visionne, grâce aux réseaux sociaux, j'ai une actu qui est importante de votre part au moment des élections. Ici, ça me permet de découvrir d'ailleurs les listes, de faire connaissance avec la maire directement. Puis arriver ici, passer de l'autre côté, voir l'équipe, c'est toujours amusant. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par média training? Ouais, littéralement, moi je suis pas bon en anglais, mais tout est dit dans le nom, c'est-à-dire initialement c'est un entraînement à parler dans les médias. Initialement, c'est ça. Maintenant, j'ai des appels téléphoniques où, sous couvert de média training, les gens veulent de la prise de parole en public. Ça me va bien, parce que moi, les techniques de média training, je m'en sers pour préparer les gens à prendre la parole, ou en public, ou dans les médias. Et en fait, on le voit très bien ici, si quelqu'un est à l'aise, ça va se voir, et c'est très agréable, mais s'il y a de moins d'embarras, l'effet lourd de la caméra va tout accentuer. Donc, le média training m'a fait gagner du temps pour ensuite enseigner la prise de parole. Il y a certains éléments qui sont à peu près les mêmes. J'aime bien dire que c'est le cas ici. En radio, en télé, tout vient à moi. J'ai pas besoin d'efforts particuliers. Alors qu'en prise de parole, là, c'est moi qui vais devoir aller vers le public. C'est ça la différence. Mais après, la construction du message, etc., se donner un objectif, identifier sa cible, c'est pareil. Ouais. Et est-ce qu'aujourd'hui, parce que moi je parle souvent avec les élus, alors en tête à tête, hors caméra, hors micro, c'est très sympa, mais alors dès qu'ils sont devant la caméra, c'est un petit peu... comment dire? Alors, il y en a certains, j'ai démarré le média training en 1995. Ça ne nous rajeunit pas, mais en 1995, on avait un couple exécutif qui était Chirac et Juppé. Et j'ai observé que beaucoup pas que d'ailleurs d'élus, mais même des clients, sont atteints de ce que j'appelle une chiractite. D'autres ont la jupéose. Et la chiractite, c'est des gens extrêmement chaleureux, sympas, et dès qu'on c'est moteur, on la refait. Et ta fille, ça va, il y a incroyable une raideur au nom du personnage. En fait, simplement, quelles que soient les grandes écoles que certains ont fait, ou les écoles de la vie, ils n'ont pas appris. Donc ils se retrouvent embarrassés, empêtrés, et c'est dommage, ça nuit à leur image publique. Parce que, parler à une caméra, face caméra, c'est déjà pas facile. Non. Mais répondre à un journaliste, ça se présente comment? Quel est le mécanisme, en fait, quand vous êtes interrogé? Je conseille toujours à mes clients de considérer que le journaliste, ce n'est qu'un tiers qui tend un micro ou qui tend une perche symbolique, mais que derrière, il y a le public auquel on s'adresse. Donc je dis toujours à mes clients, écoutez si c'est possible avant une émission de radio en podcast ou visionner une émission éventuellement sur Internet de télé à laquelle vous allez être invité, parce que si je prends par exemple des antennes nationales de radio, le gars qui va sur France Inter n'aura pas la même audience que celui qui est interviewé sur RMC ou BFM. Donc c'est ça qui est important, c'est que derrière le journaliste, il y a un public. Et quand on arrive à imaginer ce public, c'est gagné, sachant que c'est extrêmement agréable de parler à quelqu'un, alors que vous, les animateurs, les journalistes, vous parlez à une optique, c'est plus inhumain. Là, moi, je suis porté. Et donc, c'est ça que je dis à tous mes clients, laissez faire. C'est comme le cirque, celui qui est en face de vous est là pour rattraper le coup. Ouais. C'est comme si, je pars à la pêche, et puis je vous attrape dans la conversation, dans les échanges avec les yeux. Oui, absolument, c'est ça, le non-verbal, tout est important. Et d'ailleurs, moi j'aime bien dire qu'il faut savoir écouter avec les yeux. Et je renseigne même le fait, je rappelle, puisque c'est pas de moi, qu'on est d'abord vu avant d'être entendu. Et ça fait partie, par exemple, du ton qui est développé ici sur votre chaîne. Il n'est pas forcément dans les codes habituels, mais il permet un espace où les personnes, parfois, vont se livrer davantage. On est hors format. Il y a plus d'humains. Et au final, c'est quand même ce qu'on cherche, une différence. Ouais. Et moi, ce que j'avais aussi remarqué, j'utilise souvent le silence, qui est assez, piquant, ou qui met un petit peu mal à l'aise, alors que je trouve que le silence, justement, il apporte quelque chose. Oui, c'est puissant. Comment dire,
il permet de libérer la parole, enfin, ou de forcer la personne à se laisser aller un peu plus. C'est quand tu utilises, toi, le silence en tant que journaliste, tu appliques le truc de Denisot. Il l'a dit, ça a été son succès. C'est-à-dire qu'il avait cet art de laisser un silence après que l'autre ait parlé, et du coup, son invité s'en saisissait pour dire quelque chose qu'il n'aurait pas dit à un confrère. Et éventuellement, c'était le scoop à la clé. Et c'est de la sagesse que de laisser des silences. Par contre, quand moi je suis média trader et que j'enseigne aux gens à parler à la radio et à la télé, je leur dis, celui qui fait des silences n'a peur de rien. Alors j'aime bien jouer sur mes initiales, DMT, mais je leur dis, voilà, devenez DMT, devenez le maître du temps. C'est important. Et quand je vais accompagner quelqu'un, parce que je les ai une fois, c'est tout, mais quand sur plusieurs séances, il y a un vrai travail de construction du personnage public, une des premières questions que je pose, c'est qui vous aimez bien, qui passe à la radio, à la télé ou en public, même si je ne les connais pas, qui vous aimez bien, on me donne des noms. Dans ce cas, qu'est-ce que vous aimez? Et à une époque, notamment sous Obama, elle me disait, j'aime bien Obama. Les femmes me disaient Michel, les hommes me disaient Barack. Ok. Et qu'est-ce que vous aimez chez lui ou chez elle? Il fait ou elle fait des silences. Or, c'est très intéressant parce qu'à partir du moment où quelqu'un remarque le silence chez un tiers, c'est que potentiellement il pourrait en faire. Sinon, il ne l'aurait pas vu. Et là, entre en ligne de compte la notion de neurone miroir. On repère chez quelqu'un un cousinage. Donc, ouais, faire des silences, c'est essentiel. Et puis, c'est même physiologique, parce que j'aime bien dire qu'un silence est une respiration. Si tu sais respirer, tu vas oxygéner ton cerveau. Et tu ne seras jamais à court d'inspiration. Donc, ça, c'est ça qu'il y a 3 appuis, en fait. Les silences, le sol et le regard. En prise de parole en public et également dans les médias. Alors, le sol? Ouais, le sol. Par exemple, là, je suis en train de l'appliquer. Si on me dit au feu, je me lève un coup. Mais très souvent, on est devant son ordi ou ailleurs, on a les chevilles qui se croisent. Une des personnes que j'ai rencontrées, voilà, Joseph Messinger nous disait ça. Ce croisement comme ça des chevilles va créer une tension. Tu vas avoir mal au dos si tu enchaînes les enregistrements à la fin de la journée. Alors que, avec les 2 pieds au sol, tu as ta base. Et la verticalité est essentielle. Debout, comme assis. Si tu es une figure d'autorité, élu chez l'entreprise, c'est important qu'il y ait cette verticalité. Et dans les cours que je donnais à l'époque à Sciences Po Grenoble ou au CELSA, je leur montrais des photos, par exemple, de Ségolène Royal. Tu es PPD, je suis Ségolène Royal. Pendant que PPD parle, bon, elle est comme ça. Non, Ségolène Royal, hop, elle se relève. Et parce que si tu ne peux pas avoir directement les pieds au sol, tu les appuies au moins sur la petite, comment ça s'appelle, on va dire, baguette métallique qui est sur l'assise debout, sur le tabouret. Et ça te donne cette verticalité. Ça t'ouvre la colonne d'air. Enfin, voilà, c'est des classiques. Sol, silence, regard, essentiel. Sol quand tu es en public, parce que tu peux y jeter ton stress et aller chercher l'énergie du sol. Et ça, j'en ai parlé il y a des années à un industriel chinois, sûrement l'un des premiers à représenter une marque en France, parfois polémique, parce qu'elle pourrait faire de l'espionnage de téléphone. Mais il dit, c'est bien ce que vous dites, mais nous, on a autre chose. On a le sol, mais on a également le ciel. Dès qu'il a fini, je suis allé moi sur mon ordi, et je suis allé voir effectivement l'idéogramme du mot humain, c'est ça. Ouais. Donc, ils sont entre terre pour l'énergie et ciel pour l'inspiration. Quand tu acquiers cette idée, ben, tu es porté entre 2 rails, et c'est sympa. Et beaucoup d'officiels chinois ne sont pas très grands, mais ont une certaine prestance, justement parce qu'il y a ça. C'est des vieux trucs qu'on enseigne à la prise de parole. Hein. Si tu as été danseur ou danseuse, tu as un fil au-dessus de toi. Sinon, on te propose de porter un bol et de ne pas le renverser. Voilà, la verticalité, c'est essentiel. C'est pour ça que je rebondis sur la notion de sol, de silence, de regard, c'est les 3. Non, mais ça j'ai toujours marqué. Moi, ce que j'aime bien, en fait, quand tu fais une conférence debout, t'es beaucoup plus tranquille que, t'es beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus expressif que quand t'es assis sur un tabouret, où finalement, moi qui suis un petit peu dans mon point, là, j'ai quand même tendance un petit peu à m'infaller, et c'est vrai que on ressent tout de suite la dynamique. Debout, tu as davantage de présence. D'ailleurs, là, je rends hommage toujours à chaque fois que je le peux, à Jean-Pierre Véra, qui est un bonhomme avec qui je travaille. On est cousins, on n'est pas dans le même univers, sauf que ce qui nous a fait nous rencontrer, c'est l'importance de la communication non verbale. Alors, c'est essentiel. C'est plus de 55% de ce qui va marquer les gens. Je le disais, on est vu avant d'être entendu. Et lui, il forme. Il forme qui? Il forme les négociateurs du GIGN, notamment. Et quand on est loin, il faut vraiment essayer de essayer de trop. Il faut vraiment saisir ce qui se passe à l'intérieur de la caboche de quelqu'un. Et finalement, ça nous a aussi rapprochés. Et ça t'intéresserait, puisqu'il y a des valeurs de plan en télé, au cinéma, qui sont pratiquement celles de l'observation du non-verbal. À savoir qu'il y a 2 pieds, plan américain, et puis après, le gros plan. Et je ne vais pas rentrer dans le détail, mais effectivement,
on a différentes informations qui sont essentielles dans leur métier et qui jouent également en public parce que certaines personnes ont de la présence. C'est intéressant. Et puis elles ouvrent la parole. Elles ouvrent la bouche et la niveau parole, il n'y a pas de consistance. Ouais. Donc c'est génial quand tu as à la fois la consistance et la présence. Venons à votre méthode cible. Ouais. C'est quoi cette méthode? C'est une manière d'actualiser finalement des vieilles recettes, mais c'est aussi pour moi, ma formation initiale, même si j'ai fait psycho d'enfant à Montpellier, c'est journaliste. La preuve, c'est que j'ai pas fini mes études pour être en alternance au CFPJ à l'époque, du temps de Grandmont, de Fraîche, etc. Donc j'ai appris une chose, c'est droit au but. Le plus important doit être dit dès le début. Alors, autant que le plus important soit dit dans ma méthode. Le plus important, c'est le public. Le plus important, c'est identifier sa cible. Et comme pour moi, toute action de prise de parole en public ou dans les médias, c'est de la com, c'est le premier acronyme que j'enseigne à mes clients, en 3. Est-ce que c'est parce que moi-même j'ai 3 initiales, ou est-ce que c'est parce qu'il y a RTL, BFM ou autre? Je crois beaucoup au pouvoir du 3. J'y crois tellement que je propose à mes clients, carrément, de faire entrer un cheval de 3 dans le cerveau de ceux qui les écoutent. On peut aller C'est évident, ça. C'est un travail d'influence, il est quotidien. Hein, les petits nous en montrent, pas que les petits, un chat, un chien, ils essaient de le faire aussi. Et ce qui va être ici intéressant, c'est juste de se dire que, puisque je leur dis, ma méthode c'est cible, alors pouvez-vous me dire devant qui vous allez vous adresser, si c'est en public, leurs âges, leur centre d'intérêt, si c'est une antenne, vous connaissez je donne un exemple concret. Quand tu vas être interviewé, c'est pas mal qu'il y ait ce que j'appelle la pré-interview, ou ce qu'on appelle, c'est pas de moi. Et la pré-interview, c'est un moment informel, pour se renifler humainement, pour voir quel est éventuellement le degré de compréhension par l'autre des dossiers que je vais porter. Et parmi les questions, il y en a une qui est intéressante, c'est ça passe quand. Tu passes en radio entre 5 et 7, tu vas avoir les gens qui vont nettoyer les bureaux. Tu passes dans le 7-9, tu vas avoir les gens qui occuperont les bureaux. C'est pas pareil. Tu passes à 10h ou à 15h, tu as les gens qui sont chez eux. Donc, chaque fois, il faut en tenir compte pour que, même si le message est le même, les illustrations soient différentes et touchent le public. Et là encore, je joue sur mes initiales, DMT, il faut trouver des mots qui touchent. La méthode cible le permet, parce que il y a eu chez moi un déclic lorsque j'ai découvert un outil extrêmement répandu en entreprise, c'est le disque. Le disque, c'est une belle histoire. C'est d'abord Jung, qui en tant que médecin, psychiatre, il écoute beaucoup, il se rend compte qu'il y a des gens qui sont des introvertis, d'autres qui sont des extravertis. Ça, à l'oral, ça nous parle, parce que certains sont plus à l'aise et d'autres moins. Certains sont grands de gueule, et je leur dis attention, si vous êtes trop à l'aise, vous allez bouffer de la place et les autres. Ah ouais. Et puis, il y a également ceux qui sont des conceptuels, d'où ma fameuse jupéose que j'évoquais il y a quelques instants, et d'autres qui sont très imagés. Ça, c'est pas mal. Et si je prends quelqu'un qui est à la fois introverti et conceptuel, cette personne a vraiment besoin d'aller travailler en amont pour intégrer les codes. Donc ça, c'est l'apport hier de Jung. Et un gars, quand ça a traversé l'Atlantique, Marston, qui était juriste, qui était psychologue, qui pour la petite histoire a inventé le premier super-héros féminin Wonder Woman, va modéliser un outil qui laissera libre de droit à sa mort, le disque, 4 couleurs, moi j'aime bien parler de 4 couleurs mentales, et qui effectivement reprennent comme ça ces manières que nous avons tous et toutes de réagir en fonction d'une situation. Et derrière ça, il y a des mots qui seront magiques pour celles et ceux qui appartiennent à chacune des 4 grandes familles. Et si je peux me le permettre, s'il y a des hellénistes qui nous écoutent, ce qui n'a pas été mon cas, mais quand tu travailles la rhétorique, tu es obligé de regarder ce qu'ont fait les Grecs et les Romains, les anciens en tout cas. Et les Grecs, puisqu'il n'y avait pas de smartphone ni quoi que ce soit, de réseaux sociaux, pas de télé, rien, pas de communiqué de presse, quand ils devaient, sur l'agora, faire une proposition au reste de la société, ils se posaient 4 questions. Et voici, est-ce le bon moment? Ça, c'est le kéros des Grecs, le bon moment, c'est une question qui est mentalement très rouge. L'opportunité, qu'est-ce que j'ai à gagner, qu'est-ce que j'ai à y perdre? Donc le rouge, c'est vraiment une des couleurs du disque. Ensuite, se poser la question du est-ce facile? C'est également une deuxième couleur du disque, c'est la couleur jaune, qui aime le ludique, qui aime la créativité, la joie, etc. Une troisième question, c'était est-ce utile? Ce qui correspond au tempérament vert, et les autres. Et enfin, la dernière question, c'est est-ce que c'est légal? Là aussi, ça boucle le disque avec le 4e grand thème de la conformité, du respect des lois ou de la mise en place. Donc, c'est vraiment d'hier, et voire même d'avant-hier, qu'ont été identifiés ces courants qui sont à chacun d'entre nous,
Young parlait d'énergie. Quand je suis à Paris, je dis à mes clients, moi qui vis dans le sud, si vous allez à la plage chez nous, vous verrez, il y a des courants. Des fois c'est chaud, c'est froid, c'est ça. Mais certains ont plus ou moins de couleurs que d'autres. Autant utiliser ces mots qui vont parler à tous, et pas simplement, uniquement mon propre registre qui va m'isoler dans ce cas. Je ne parlerai qu'à un tiers, un quart de la population. Voilà, c'est ça, cible, pour faire court. Et dans la politique, ça sert à quoi? Alors ça sert à avoir des bons slogans. Il faut avoir à l'esprit que la politique s'inspire de la pub. Oui. Si je prends par exemple notre histoire politique française, le gars qui a vendu Citroën a aussi vendu Mitterrand. Je pense à ces gars-là, pour lequel j'ai beaucoup d'estime, d'autant qu'il est quand même de notre région. Il a un client, bon, pharmacien, il a 2 chevaux, enfin c'est un mythe. Donc, entouré tout de même de collaborateurs dont j'ai perdu les noms, et qu'il veuille m'en excuser, enfin, il n'a pas été tout seul à penser un slogan qui a donné la force tranquille. Ouais. Et j'adore interroger mes clients là-dessus. Force, d'après vous, quelle couleur? En fonction de ce que je viens de dire. Force, c'est rouge. Ok. Et tranquille. Le génie, c'est qu'il y a ici ce que j'aime bien appeler une diagonale sémantique. On a la couleur opposée. C'est-à-dire qu'à la force, on met tranquille, c'est-à-dire à ce qui, en chacun d'entre nous, a besoin de monde nouveau, de bouger. On apporte la quiétude, faisons attention. Et donc, il vise large. Et il suffit de regarder l'histoire, par exemple, de l'humanité, pour se rendre compte que si nous avons survécu, c'est parce que nous avons su, par exemple, nous défendre, nous protéger, et faire groupe et faire corps. Donc, en jouant tranquille, il a touché 40% de la population. C'est des chiffres qui nous viennent du Canada. 40% de la population, elle est verte. Il n'y en a que 17 qui sont rouges. Mais 17%, eux, sont à des postes clés. C'est des dirigeants, des chefs d'entreprise, des champions, des gens qui ont toujours un peu d'avance. 17 plus 40, ça fait 57%. Statistiquement, en s'adressant à un public très large, avec cette phrase magique, il a parlé à 2 pôles où chacun d'entre nous s'est plus ou moins reconnu. Et fait que, même si on n'était pas de son bord politique, ça nous intéresse. Et au final, ça peut être ce qui fera la différence au moment d'un vote. Mais tu vas retrouver ça. Je me suis amusé avec des étudiants que j'ai eus à Montpellier il n'y a pas longtemps, cette fois-ci qui sont des préparateurs physiques dans le métier du foot. Je leur ai dit, tiens, qu'à l'école, imaginons, vous bossez pour Durex. Voilà, fabricant de préservatifs, il lance un nouveau modèle. Alors ça pourrait être quoi le slogan? Il cherche, il y en a un, alors je vous le donne et trouvons les couleurs. Moi je leur propose le plaisir en toute sécurité. Ça pourrait être un bon slogan, ça, pour Durex. Le plaisir, c'est jaune. Le plaisir, c'est à 29-30% de la population. La sécurité, c'est bleu. C'est 14. Tu vois, là aussi, une diagonale. Et là aussi, l'intérêt, c'est de parler à ces fameux 2 pôles. Le pôle de l'audace et puis le pôle de la sécurité. Mais quand tu connais la pression publique, l'avantage pour un parti, pour une entreprise, qui connaît bien ses clients grâce aux données, c'est de faire des phrases sur mesure. J'ai bossé pour la Chambre départementale des notaires il y a quelques temps. Alors quand j'ai mes clients, et qu'il y a un accompagnement, ou quand c'est des groupes, parce qu'un profil disque peut être également collectif, et c'est intéressant de voir dans une dynamique de groupe les différentes couleurs, si c'est relativement bien proportionné, ou s'il n'y en a qu'une seule, ce qui pourrait être dommage de la créativité. Et les couleurs qui ressortent dans cette profession, c'est le vert et le bleu. Alors autant, pour un prochain congrès, proposer un thème qui sera le droit au service de la famille. Le droit au service de la famille, c'est du bleu et du vert. Ça marche. On n'est plus dans une diagonale, on a quelque chose d'horizontal, qui a l'avantage quand même de parler à 2 pôles. La famille s'est tournée vers les autres. Le bleu et le jaune sont... Pardon. Le vert et le jaune sont des couleurs qui normalement sont toujours tournées vers l'autre, la personne. Alors que le bleu et le rouge sont plutôt tournés vers la tâche. Donc c'est habile aussi d'avoir le souci de parler chaque fois aux 2 rives. Voilà. Donc c'est puissant et tu peux le retrouver partout. Une fois que tu as l'oreille, tu les reconnais. C'est des slogans qui sont conçus de cette manière. On est très bavards tous les deux. Hein. C'est la passion. Il y a quand même... là aujourd'hui, tes services s'adressent à qui? Principalement aux entreprises, d'autant que, je m'en veux puisque tu vois les cordonniers sont les plus mal chaussés, où on est soi-même croqué ou rattrapé par ce qu'on enseigne. Pour les dernières élections européennes, il y a eu un article du Figaro. J'ai été consulté parmi d'autres, dont un de mes collègues
Philippe Moreau-Chevrolet, qui est ancien à Sciences Po, qui fait la plupart des plateaux télé. Donc, c'était valorisant, j'étais satisfait, j'étais content. Et je vais tout vous dire, ils ont retenu 2 choses devant l'entretien, comme pour les collègues. Une dont j'ai oublié, mais qui était purement du contenu, et l'autre, c'est chez Murray Thomas, c'est 2 fois moins cher. Sauf que j'avais précisé à la journaliste que moi, je suis moins cher parce que je suis un organisme de formation. C'est pour répondre à la question. Je ne suis pas un cabinet conseil. Ouais. Et pour moi, ça a été un choix de sécurité il y a très longtemps quand je me suis lancé. C'est-à-dire que moi, la formation, il y a des budgets qui sont sanctuarisés. Donc je me plutôt dédie aux entreprises, parfois aux élus, mais il faut que je sois porté par un organisme, puisque je n'ai pas agrément formé des élus locaux, et des fois quelques particuliers. Mais les publics sont larges dans ma vie. J'ai formé aussi bien des animateurs, animatrices télé. Ça fait partie vraiment du métier, puisque j'appelle ça des communicateurs, communicatrices. Aujourd'hui, il m'est arrivé, il y a très peu, de former quelqu'un qui se voulait influenceuse. Bon, je lui ai donné des codes. Je suis même allé au Maroc. Il me semble que j'ai vu des images de ça. Hein. Donc, principalement, c'est l'entreprise, mais mes 2 passions, je suis un peu comme un Robin des Bois quelque part. C'est-à-dire que si je peux faire payer une belle entreprise, c'est pratiquement pour 4 sous que je vais bosser avec certaines ONG. Ça, il y a des valeurs, donc j'aime bien accompagner certaines ONG qui, issues de la société civile, se font bouffer par les politiques. Ouais. Mais les politiques, comme les professionnels de l'audiovisuel, c'est ma passion. Quand j'ai par exemple lu l'équipe de la Tribune, avant qu'il y ait le rapprochement, et puis le même groupe de presse avec BFM, qui simplement s'était doté, comme vous ici dans le studio, des gars de l'écrit qui passent à l'oral, on a abordé, qui doivent avoir une adresse au public, c'était passionnant de les accompagner. Ouais. Et bien sûr, quand j'ai un politique, par exemple en 2017, je lui ai accompagné. Un collègue au Maroc m'a dit, tu sais, je regarde toutes les campagnes depuis Chirac. Eh bien, ton client a fait des progrès, ça me fait plaisir, c'est Jacques Cheminade. Je savais que je n'irais pas plus loin que le premier tour. Mais c'était passionnant, et surtout pour moi, ça a été amusant de leur dire, attendez, vous ne participez pas à une finale de questions pour un champion. Ils étaient à chipoter sur des mots de vocabulaire, alors qu'un journaliste, il n'est pas sur du vocabulaire, il a essayé de vous coincer. Et ce pauvre Jacques Cheminade, jusqu'à présent, jusqu'à 2017, on venait toujours le chercher sur des histoires de martiens ou de son mentor, tout n'était pas toujours très, très, très clair. Et ça, il a réussi doucement à l'intégrer. Donc même à son âge, voilà, on peut y arriver. Donc tout client comment dire, est susceptible de venir chez vous. Bien sûr, bien sûr. Et c'est amusant, mais aujourd'hui, avant de venir, je viens de découvrir votre site, je suis sur l'UNEL, mon fils, il se trouve que j'ai bossé par exemple pour les éditions Hatier, sur le grand oral du bac. Ça m'a très intéressé parce que le nombre de personnes qui sont blessées par leur expérience durant leur scolarité, la petite enfance, mais surtout quand tu es ado. Quand c'est les copains qui sont vaches avec toi, ça peut se comprendre. Mais quand des enseignants, à l'oral, te cassent devant le reste de la classe, moi je les ramasse. Hein. Et là, Hatier était dans une belle maison, ils ont le souci, le grand oral, quand c'est arrivé, ça a bouleversé. Ouais, c'était passionnant. Donc, a priori, modestement, et moi le premier, on a tous besoin de travailler la prise de parole, sauf si elle a été intégrée dans nos études. Ce qui est pas le cas. Très peu. Enfin, très peu. Très peu. Moi, j'ai pas vu encore. Hein. Ouais, y a même les écoles de commerce, c'est quelques heures dans une année, parfois j'interviens, c'est pas assez. Et qu'est-ce que vous pensez, par exemple, des influenceurs qu'on voit, et leur TikTok, leur façon de faire sur ces réseaux-là? Je pense qu'il faut regarder de très près. Il y a un bouquin auquel je me réfère, que j'aime, d'abord parce que son nom, c'est comme ma méthode aussi l'idée des choses. Le bouquin, c'est celui de Roger Ailes. Et en anglais, je n'oserais pas, j'ai pas un bon accent, mais en français, c'est « Vous êtes le message ». Donc sa théorie, Roger Ailes, pour la petite histoire, a permis à un comédien de série B, Ronald Reagan, de devenir un immense communicateur, élu et réélu aux États-Unis. Comme président des États-Unis, c'était Ronald Reagan. Et chez nous, une jeune femme s'est dit « Mon père en a besoin ». Mon père que j'évoquais il y a quelques instants, plutôt caricatural, etc. Et donc, ils sont allés se former aux États-Unis avec Roger Ailes. Bingo, Chirac a été élu et réélu. Il a enfin donné à voir notre visage. Donc la théorie de Roger Ailes, c'était la télé a modifié la façon de parler en public. Donc il y a une proximité à avoir. Alors s'il était encore vivant, puisqu'il est décédé il y a quelques années, je pense qu'il intégrerait aussi les réseaux sociaux. Il y a un ton des influenceurs, il y a un format. Et notamment, c'est toujours le même retour au principe de la petite phrase, c'est-à-dire du séquençage, qui va faire le buzz.
Donc il faut le regarder avec intérêt. Il y a peu, j'ai partagé un article sur les réseaux sociaux pour dire que, ouais, il y a matière à en tirer des enseignements. Je pense que l'avenir de la prise de parole d'entreprise, notamment quand c'est des grandes présentations, etc., il est plus du côté des influenceurs pour l'efficacité et l'appel à l'action que du côté de ce qui, moi, me semble être du jeu de salon, c'est-à-dire les concours d'éloquence, etc., qui nous viennent notamment des métiers du droit, mais qui ne sont pas forcément adaptés aux enjeux d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous... Enfin, moi, des fois, j'ai l'impression que plus on est naturel, mieux c'est. Alors, mais c'est ce que je prône. Après, je suis peut-être pas dans la même... Non, mais c'est-à-dire que j'adore cette phrase, parce que moi, j'aime bien dire à mes clients, je vous considère comme des communicateurs ou des communicatrices. Ah, c'est quoi un communicateur? Un communicateur, c'est quelqu'un qui va plusieurs fois, dans une journée, dans une semaine, dans un mois, dire les mêmes choses. Mais comme le public change, on est porté par ce nouveau public. Et voilà. Alors, c'est ok, mais alors, concrètement, ça peut être quelqu'un qui fait la promo pour son bouquin, pour sa chanson, pour son film. C'est un homme politique, c'est un chef d'entreprise avec ses équipes, c'est sur une place de marché tout à côté. Ils sont bons même de leur machin. Et il fait venir les gens. Voilà, moi, mais c'est ça, les communicateurs, il y en a plein. Et les meilleurs sont ceux qui sont eux-mêmes. Là, simplement, c'est là où j'avais une nuance, un bémol, comme dirait Léa Salamé, c'est que j'aime bien dire à mes clients, donnez le meilleur de vous, mais pas tout. Car il est essentiel de garder une distance. La distance qui permettra d'être, par exemple, en métacommunication. Est-ce que je parle trop? Est-ce qu'on a dépassé le temps d'antenne? Voilà, donc ça, je vais en parler moins. Ou la distance, c'est aussi, ah, t'as été génial, je ne vais pas avoir les chevilles qui enflent. J'ai été bon parce que peut-être j'ai illustré mes propos, j'ai fait court, clair. Mais on peut aussi me casser, les réseaux sociaux, c'est terrible. La distance, on s'attaque au personnage public, on ne s'attaque pas à moi. Mais bien entendu, l'idéal, c'est surtout d'être soi-même. On n'est pas des acteurs, nous ne sommes pas des acteurs, c'est la différence. Un acteur se fait oublier au bénéfice de son personnage. Alors que là, non. J'adorais à l'époque citer Simone Veil, que j'ai eu à croiser à Paris. C'est une femme qui a eu les mêmes valeurs tout au long de sa vie, elle est simplement un peu forcie, elle a un peu blanchi, mais elle était la même. Il y a eu un grand communicateur que j'ai cité longtemps avant qu'il ne connaisse des difficultés et quitte l'Institut du monde arabe, c'était par exemple un gars comme Jack Lang, en politique. Mais vous avez Aflou, vous avez n'importe qui. On a des gens partout dans chaque région. Moi j'ai grandi, j'ai tout appris avec Georges Frey, Gérard Saumal et Jacques Blanc, comme jeune journaliste. C'était magnifique. Ouais. Frey m'a beaucoup appris, plus que l'école de journalisme, par exemple. On arrive vraiment à la fin, parce que oui. J'imagine. On se retrouve un jour ou l'autre. Où est-ce qu'on peut vous trouver? Sur Paris et sur Lunel-Viel. J'ai fait le choix maintenant clairement d'identifier partout en disant Lunel-Viel. Je peux dire ici à Lunel, 10-12 ans après mon projet initial, que ça va mieux. Parce qu'il y a 12 ans, j'avais fait le choix de prendre une petite maison à retaper à Lunel-Viel, d'avoir une salle en bas de formation et de me dire je pourrais peut-être recevoir 1 ou 2 personnes et donc faire du training en résidentiel. Et c'est important pour chaque entreprise, pour un politique, avant sa rentrée, quoi que ce soit, de déconnecter et d'avoir un lieu où il peut se détendre. Et notre région est magnifique. Il y a tout après, que ce soit gastronomie, tourisme ou autre à dispo. Donc c'est mon projet, je le monte. Lunel à Paris, Lunel-Viel. Et il y a une douzaine d'années, 13 ans, Lunel, c'était le djihad, les jeunes qui partent. Et ça a été difficile ici. Et puis des hasards heureux, un syndicat, une entreprise. Vous habitez où? J'ai dit, moi c'est Lunel. Et des gens qui font chaque semaine le trajet. Il y en a de plus en plus que je découvre. Donc j'assume, aujourd'hui je suis à cheval entre Montpellier et Nîmes, à Lunel-Viel, et à Paris où quand même l'essentiel de mon activité est là, puisque je reste dans la formation continue et le marché il est sur Paris. Comment vous contactez? Les réseaux sociaux Ouais, les réseaux sociaux. Alors, ce que j'adore dire, c'est qu'avant, on disait je suis dans l'annuaire. Maintenant, je suis sur Internet. Si mon nom est mis, Daniel Henrique Thomas, on me trouve. Sachant que je dis sur Internet. Et il faut intégrer ChatGPT, etc. Donc, il y a maintenant 1000 manières de rechercher quelqu'un. Sinon, j'ai un nom d'entreprise, qui est un clin d'œil ici, et qui peut rappeler votre logo. Ça s'appelle la boîte aux images. On peut terminer par là. Parce que ça s'appelle la boîte aux images. Je viens de la télé, j'étais journaliste, le Seigneur, etc. France 3, je démarrais ici, c'est mes demi-dieux. Mais c'est aussi le surnom qu'on pourrait donner, parce qu'il y a des smartphones, ça reste des boîtes aux images plus petites qu'un téléviseur. Mais la vraie boîte aux images, elle est mentale. C'est notre cerveau. Et pour boucler sur cible, l'idée c'est celle-là.
C'est-à-dire que plus je connais mon public, et plus je vais pouvoir, presque de façon subliminale, construire un discours qui lui parle, qui rentre et qui ne sort pas. Puisque après le but, et tout dépend de ce qu'on veut faire, c'est l'appel à l'action. Ouais. Qu'est-ce qu'ils en feront? Moi, je suis au service de mes clients. C'est un mot que je ne devais pas assez prononcer, donc autant terminer par lui, c'est le message. Et je dis toujours, il y a non-message, il y a non-assistance à un message en danger. Si on ne dit pas à nos clients, mais personne ne va vous comprendre, ou la phrase est trop longue. Est-ce qu'un gosse pigerait? Non, on le refait. Ouais. Daniel, merci beaucoup. Gilbert, c'est un plaisir. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi ce numéro de l'Union de l'Écho sur le média training au sens large, si je puis dire, avec Daniel Murgui-Thomas, que vous pouvez trouver dans la boîte à images ou Média Trainer aussi. Oui, absolument. Sur les réseaux sociaux, c'est Média Trainer. Voilà. Média Trainer 75, désolé pour l'instant. On me trouve, vous tapez mon nom. Merci beaucoup Daniel et à très bientôt.